La pluie battait contre les fenêtres de la Mercedes noire alors que Robert Mitchell se garait sur le parking de l'hôpital pour enfants du Sacré-Cœur. À 40 ans, il avait bâti un empire de 200 millions de dollars. Mais rien de tout cela n'avait d'importance lorsque sa fille de 6 ans, Emma, passait l'une de ses mauvaises journées. Les médecins disaient que la lésion médulaire due à l'accident ne guérirait jamais. Emma ne marcherait plus jamais. Mais Robert refusait d'accepter cette fatalité. Le rendez-vous d'aujourd'hui était avec un autre spécialiste, une autre lueur d'espoir qu'il poursuivait désespérément. « Papa, regarde. » La voix d'Emma retentit de son fauteuil roulant, pointant du doigt le petit jardin de l'hôpital, visible à travers les portes vitrées. Robert suivit son regard et se figea. Là, dansant sous la pluie, se trouvait un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 7 ans. Ses vêtements étaient déchirés et sales, ses cheveux noirs collés à sa tête. Mais ce qui arrêta le cœur de Robert, ce n'était pas la pauvreté évidente du garçon. C'était ce qu'il faisait. L'enfant exécutait une danse élaborée, tourbillonnant et sautant avec une joie pure, complètement inconscient de la pluie froide qui le trempait jusqu'aux os. Ses mouvements étaient fluides, presque professionnels, comme s'il avait été formé par les meilleurs chorégraphes que l'argent pouvait acheter. « Il est magnifique, papa » murmura Emma, pressant son visage contre la vitre. « Il danse comme les anges de mes rêves. » La gorge de Robert se serra. Sa fille n'avait montré aucun intérêt pour quoi que ce soit depuis l'accident il y a 6 mois. Elle s'était repliée dans une coquille de silence et de tristesse qu'aucune thérapie n'avait pu briser. « On peut aller le voir ?» demanda Emma, ses yeux bleus pétillants pour la première fois depuis des mois. Contre son meilleur jugement, Robert roula Emma dehors sous le passage couvert. Le garçon les remarqua immédiatement et arrêta de danser, ses grands yeux bruns écarquillés de surprise et de peur. « Je suis désolé, monsieur » balbutia le garçon en reculant. « Je ne dérangeais personne. Je le jure. Je vais partir. »« Attends » appela Emma, sa voix plus forte que Robert ne l'avait entendue depuis des mois. « S'il te plaît, ne pars pas. Tu danses comme par magie. » Le garçon hésita, regardant entre le costume coûteux de Robert et le fauteuil roulant d'Emma. « Tu aimes me regarder danser ?»« J'adore » dit simplement Emma. « Comment tu t'appelles ?»« Tommy » répondit le garçon, toujours méfiant, mais ne reculant plus. « Je suis Emma. C'est mon papa, Robert. »« Tu habites par ici, Tommy ?» La question resta suspendue dans l'air comme un coup de tonnerre. Les yeux de Tommy se posèrent sur l'allée derrière l'hôpital, puis revinrent sur le visage innocent d'Emma. « J'habite là où la pluie ne tombe pas trop fort » dit Tommy doucement. Robert sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cet enfant était sans abri. Probablement depuis Dieu sait combien de temps. Et pourtant, il était là à danser sous la pluie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tommy » se surprit Robert à dire, « Voudrais-tu venir à l'intérieur, où il fait chaud ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent de terreur. « Je ne peux pas, monsieur. Ils appelleront la police et ensuite ils m'emmèneront au mauvais endroit. » « Quel mauvais endroit ?» demanda Robert doucement. Mais Tommy reculait déjà, secouant la tête frénétiquement. « Je dois y aller. Je suis désolé de vous avoir dérangé, vous et la jolie fille. »« Tu ne nous as pas dérangés. » appela Emma désespérément. « Tommy, s'il te plaît. » Mais le garçon disparaissait déjà dans le labyrinthe des allées derrière l'hôpital, laissant Robert et Emma le regarder en silence, stupéfaits. Alors qu'ils étaient assis là, Robert remarqua quelque chose qui brillait dans la flaque d'eau où Tommy avait dansé. Il s'approcha et ramassa une petite photographie imbibée d'eau. Quand il la retourna, son sang se glaça. La photographie montrait une version plus jeune de Tommy, peut-être 5 ans, debout à côté d'une femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus, des yeux qui ressemblaient exactement à ceux d'Emma. En bas, à l'encre bleue fanée, on pouvait lire les mots « Tommy et maman, Noël 2019 ». Les mains de Robert commencèrent à trembler alors qu'il fixait la photo, car la femme sur la photo ressemblait exactement à quelqu'un qu'il pensait ne plus jamais revoir, quelqu'un qui était censé être mort. Robert fixa la photographie jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent. Le visage de la femme était indéniable, Sarah Bennett, son premier amour, la femme dont il avait assisté aux funérailles 8 ans auparavant. Mais la date sur la photo indiquait Noël 2019, 3 ans après sa prétendue mort. La pluie avait cessé, mais l'esprit de Robert était toujours pris dans une tempête.
Il se rendit à la fenêtre de son bureau et regarda la ligne d'horizon de Seattle, les lumières de la ville s'estompant à travers ses larmes non versées. Emma s'était finalement endormie après des heures à parler du garçon danseur magique. C'était la première fois depuis son accident qu'elle montrait un véritable enthousiasme pour quoi que ce soit. Son rire avait rempli la maison ce soir-là, un son qu'il pensait perdu à jamais. Mais maintenant, tenant cette photo impossible, Robert sentait son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. Sarah Bennett, la femme qu'il avait aimée avec l'intensité désespérée de la jeunesse, la femme qu'il avait laissé sa famille le convaincre qu'elle n'était pas digne d'un Mitchell, la femme qu'il avait quitté les larmes aux yeux et la dignité intacte. Il avait 25 ans alors, fraîchement sorti de la Harvard Business School, héritier d'une fortune maritime, et ivre de son propre potentiel. Sarah avait 23 ans, une danseuse de ballet travaillant 3 emplois pour se permettre son petit appartement de Boston. Ils s'étaient rencontrés dans un café où elle faisait des lectures de poésie le week-end pour gagner de l'argent supplémentaire. Il était tombé amoureux de sa voix avant même d'avoir vu son visage. Pendant 2 ans, ils avaient été inséparables. Robert l'avait aimée avec l'abandon insouciant de quelqu'un à qui on n'avait jamais vraiment rien refusé. Il avait prévu de la demander en mariage, avait acheté une bague, avait imaginé un avenir rempli de ses rires et de sa grâce. Mais son père, William Mitchell, avait d'autres plans. « Elle n'est pas de notre monde, Robert », avait-il dit lors d'une de leurs dernières conversations. Pense aux réunions du conseil d'administration, aux galas de charité, aux photos de famille dans les pages mondaines. Pense à ce qu'elle ferait à notre réputation. La pression avait été implacable, des associés qui questionnaient son jugement, des événements sociaux où Sarah était traitée comme une intruse, la cruauté polie de sa mère qui coupait plus profondément que l'hostilité ouverte. Finalement, Sarah avait fait le choix pour eux deux. « Je ne peux pas te regarder choisir entre moi et tout ce pour quoi tu as été préparé », avait-elle dit ce matin pluvieux d'octobre. « Nous savons tous les deux ce que tu choisiras finalement. Je nous épargne juste le chagrin. » Elle était partie ce jour-là, et Robert l'avait laissée partir, se disant que c'était pour le mieux. En 6 mois, il s'était jeté dans le travail, bâtissant son empire brique par brique, se disant qu'il avait fait le choix mature. 5 ans plus tard, ses parents avaient appelé avec la nouvelle, accident de voiture, nuit pluvieuse. Elle conduisait seule, avait-il dit. Pas d'autre famille. Robert avait assisté aux funérailles de loin, debout sous un parapluie à l'arrière, regardant la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer être mise en terre. Il avait jeté de la terre sur son cercueil et juré de ne plus jamais aimer quelqu'un aussi imprudemment. Il avait tenu cette promesse pendant 8 ans. Il tendit la main vers son téléphone et appela le détective Ray Morrison, un vieil ami d'université qui l'avait aidé avec des problèmes de sécurité d'entreprise au fil des ans. « Ray, j'ai besoin que tu mènes une enquête discrète. Une femme nommée Sarah Bennett est censée être morte dans un accident de voiture il y a 8 ans à Boston. Je dois savoir si elle est vraiment morte. Bob, il est plus de minuit. De quoi s'agit-il? S'il te plaît. Et il y a un garçon sans abri, peut-être 7 ans, qui se fait appeler Tommy. Il dort dehors près de l'hôpital du Sacré-Cœur. Je dois tout savoir sur lui. Mais Ray, discrétion absolue. Pas de canaux officiels, pas de traces écrites. Après avoir raccroché, Robert ouvrit son coffre-fort et en sortit une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des lettres que Sarah lui avait écrites pendant leur relation, des photographies de moments plus heureux, et la bague de fiançailles qu'il n'avait jamais eu le courage de lui donner. Alors qu'il tenait ces lettres, une phrase résonnait dans son esprit, « Je t'aimerai toujours, Robert, quoi qu'il arrive entre nous. » Et si elle avait essayé de le contacter après son départ? Et si elle avait eu besoin d'aide et qu'il l'avait manqué? Et si le garçon dansant sous la pluie était d'une manière ou d'une autre lié à elle? Ses mains tremblèrent alors qu'il commençait à fouiller de vieux emails, des relevés téléphoniques, tout ce qui pourrait contenir un indice. À l'aube, Robert n'avait rien trouvé de concret. Mais la photographie restait, preuve tangible que tout ce qu'il pensait savoir sur le passé était un mensonge. La vraie question était, si Sarah était en vie il y a 3 ans, où était-elle maintenant? Et pourquoi un enfant qui lui rappelait tant Sarah vivait-il dans la rue, dansant seul sous la pluie? Quand Robert arriva à l'épicerie de Miller le lendemain matin avec un sac de sandwichs chauds pour le petit déjeuner et du chocolat chaud, Tommy était déjà réveillé. Le garçon pliait son abri en carton avec une efficacité exercée, chaque mouvement étant économique et délibéré. Il se déplaçait comme quelqu'un qui avait appris que la survie dépendait d'être prêt à courir à tout moment. « Tommy »
appela Robert doucement, s'approchant les mains visibles et non menaçantes. Le garçon se retourna instantanément, alerte, les muscles prêts à fuir. Quand il reconnut Robert, la confusion traversa ses traits. « Monsieur Robert, Emma va bien ? Il lui est arrivé quelque chose ?» L'inquiétude sincère dans la voix de Tommy prit Robert au dépourvu. Cet enfant qui n'avait rien s'inquiétait du bien-être de quelqu'un d'autre. « Elle va bien. Elle voulait que je t'invite à déjeuner. Elle a demandé de tes nouvelles depuis qu'elle s'est réveillée. » Les yeux de Tommy se plissèrent avec la suspicion durement acquise de quelqu'un bien trop jeune pour être aussi cynique. Les gens riches ne prennent pas le petit déjeuner avec des enfants des rues. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Robert s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de Tommy. Emma n'a pas souri comme elle l'a fait hier depuis son accident il y a 6 mois. Tu lui as donné quelque chose que je pensais perdu à jamais. Je veux comprendre comment. J'ai juste dansé, dit Tommy défensivement. Je ne faisais rien de mal. Je sais. Emma voit quelque chose de spécial en toi, et moi aussi. Voudrais-tu venir chez nous juste pour le petit déjeuner ? Sans engagement. Pendant les 30 minutes suivantes, Robert regarda Tommy se débattre avec la décision. Le garçon avait clairement faim. Sa silhouette mince et ses joues creuses racontaient cette histoire, mais il était aussi terrifié de faire confiance aux adultes. Robert pouvait voir le débat interne se dérouler sur le visage expressif de Tommy, un besoin désespéré luttant contre une prudence apprise. « Si je viens, dit Tommy finalement, sa voix petite mais ferme. Et que vous essayez d'appeler ces gens du gouvernement, je courrai. Je suis très rapide. Et je connais des endroits où ils ne me trouveront jamais. Pas de gens du gouvernement, promit Robert solennellement. Juste un petit déjeuner avec Emma. Le trajet jusqu'au manoir de Robert à Bellevue fut tendu, Tommy pressé contre la portière de la voiture comme s'il était prêt à s'échapper à tout moment. Ses yeux papillonnaient constamment entre la poignée de porte et les mains de Robert sur le volant. Quand ils passèrent les portes électroniques et montèrent l'allée circulaire, le souffle de Tommy se coupa audiblement. « Vous habitez ici » murmura-t-il, fixant le manoir de style Tudor avec ses jardins manucurés et sa fontaine. « C'est juste une maison » dit Robert doucement. Ce qui la rend spéciale, ce sont les gens à l'intérieur. Emma attendait sur le porche avant dans son fauteuil roulant, vibrant pratiquement d'excitation. Au moment où Tommy sortit de la voiture, son visage s'illumina comme un matin de Noël. « Tommy, tu es venu. J'ai demandé à papa d'acheter tous tes plats préférés pour le petit déjeuner, sauf que je ne sais pas ce qu'ils sont, alors je lui ai demandé d'acheter de tout. » La posture défensive de Tommy fondit instantanément. Pour la première fois depuis que Robert l'avait rencontré, le garçon sourit vraiment, pas le demi-sourire prudent d'hier, mais une expression radieuse qui transforma tout son visage. Au petit déjeuner dans la salle à manger ensoleillée, Robert écouta les enfants parler. Emma raconta à Tommy son accident, ses séances de physiothérapie, ses rêves de danser à nouveau un jour. Elle parlait avec l'acceptation pragmatique d'une enfant forcée de grandir trop vite, mais aussi avec un espoir que Robert n'avait pas entendu depuis des mois. Tommy partagea des histoires de la vie dans la rue, quelle station-service avait les salles de bain les plus propres, quel restaurant jetait la meilleure nourriture, comment rester au chaud quand il pleuvait. Il parlait comme un expert en survie, ce que Robert réalisa avec une horreur croissante qu'il était essentiellement. « Où est ta famille, Tommy » demanda Emma avec la franchise que seuls les enfants possèdent. Le visage de Tommy se contracta, toute chaleur disparaissant. « Parti. Il n'y a plus que moi maintenant. Et ta maman et ton papa ? » Maman est tombée malade dans sa tête, dit Tommy doucement, fixant son assiette. Elle oubliait des choses. Oubliait parfois qui j'étais. Elle me regardait comme si j'étais un étranger. Un jour, elle a tellement oublié qu'elle a oublié de rentrer à la maison. Robert sentit quelque chose de froid et de coupant s'installer dans son estomac. « Tommy, comment s'appelait ta maman ?» Le garçon hésita, regardant entre Robert et Emma, comme pour évaluer si cette information était sûre à partager. Finalement, il murmura « Sarah Bennett. Elle était danseuse avant ma naissance. » La fourchette glissa des mains de Robert, claquant contre son assiette avec un bruit qui sembla résonner dans la pièce soudainement silencieuse. Au cours de la semaine suivante, Tommy devint une présence constante dans la maison Mitchell. Robert l'avait convaincu de rester temporairement pendant qu'il réglait sa situation, bien qu'il pût voir que le garçon restait prêt à fuir au premier signe de problème.
Tommy dormait dans la chambre d'amis, mais gardait ses quelques possessions dans un sac à dos près de la porte, et Robert l'avait remarqué tester les serrures des fenêtres la première nuit. Ce qui étonnait Robert, c'était la transformation complète d'Emma. Sa fille, qui avait à peine parlé au-dessus d'un murmure depuis son accident, riait maintenant, planifiait des jeux élaborés et insistait pour que Tommy lui apprenne à danser depuis son fauteuil roulant. La maison, qui avait ressemblé à un mausolée pendant des mois, était soudainement vivante avec les voix et les rires des enfants. C'est toute une question de bras et de sentiments, expliqua Tommy patiemment, démontrant des mouvements gracieux qu'Emma pouvait copier depuis sa chaise. La danse, ce n'est pas une question de jambes, c'est une question de cœur. Ma maman m'a appris ça. Elle disait, les anges n'ont pas de jambes non plus, mais ce sont les meilleurs danseurs du ciel. Robert regardait depuis l'embrasure de la porte sa fille tenter les mouvements de bras fluides que Tommy lui montrait. Son visage était rouge de concentration et de joie, plus animé qu'il ne l'avait vu depuis avant l'accident. Pour la première fois depuis des mois, Emma ressemblait de nouveau à une enfant au lieu d'une petite patiente. Mais Tommy restait sur ses gardes avec Robert. Le garçon était poli, reconnaissant pour la nourriture et l'abri, mais il y avait un mur invisible entre eux que Robert ne pouvait pas franchir. C'était comme si Tommy attendait que l'autre chaussure tombe, que Robert se révèle être juste un autre adulte qui le décevrait ou l'abandonnerait. Il ne fait pas confiance aux adultes, expliqua Emma quand Robert lui en parla lors d'une de leurs conversations père-fille. Il dit qu'ils partent toujours où mentent ou appellent les méchants, mais il me fait confiance parce que je suis comme lui. Comment es-tu comme lui? Nous sommes tous les deux brisés, dit-elle d'un ton pragmatique. Mais nous sommes brisés de différentes manières. Alors quand nous sommes ensemble, les parties brisées n'ont pas tellement d'importance. Cet après-midi-là, Robert prit une décision qui allait tout changer. Il appela son avocat, son détective privé et son chef de la sécurité, leur donnant à tous la même instruction, découvrez tout ce qui est possible sur la vie de Sarah Bennett après sa prétendue mort. Il voulait des dossiers hospitaliers, l'activité de sécurité sociale, tout ce qui pourrait expliquer comment une femme morte était apparue sur une photographie avec un enfant sans abri. Mais ce fut Madame Chen, la femme âgée qui tenait le restaurant chinois derrière l'épicerie de Miller, qui fournit la première véritable percée. Ce garçon, c'est un bon enfant, dit-elle à Robert quand il la trouva ce soir-là. Ses mains vieillies pliaient des wantons avec une précision exercée. Très poli, très reconnaissant. Sa maman, elle l'a amené ici il y a 2 ans. Femme très malade, très triste, belle autrefois, je pense. Mais la maladie, elle lui a tout pris. Quel genre de maladie? Madame Chen tapota sa tempe avec un doigt saupoudré de farine. Son esprit, elle oubliait des choses, se perdait. Parfois elle ne se souvenait plus du garçon du tout. Elle le regardait comme un étranger, demandait qui il était, pourquoi il était là. Ça me brisait le cœur, de voir ce petit essayer d'aider sa maman à se souvenir de lui. La poitrine de Robert se serra. Que lui est-il arrivé? L'expression de Madame Chen devint triste, ses yeux lointains avec le souvenir. Elle s'est effondrée ici un jour, juste là près du comptoir. L'ambulance l'a emmené. Le garçon a essayé de suivre mais ils ont dit qu'il n'était pas de la famille, ne pouvait pas venir. Ils ont demandé des papiers, des certificats de naissance, mais il n'était qu'un petit enfant sans rien. Il est dans la rue depuis, attendant qu'elle revienne. Savez-vous quel hôpital? Sacré-Cœur. Le même endroit où vous l'avez trouvé dansant sous la pluie. Le docteur Patricia Vance, administratrice en chef de l'hôpital du Sacré-Cœur, était une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et à l'expression lasse de quelqu'un qui avait vu trop de souffrance humaine. Elle sortit un épais dossier avec une réticence évidente, ses doigts tambourinant nerveusement sur la chemise cartonnée. Monsieur Mitchell, ce que je suis sur le point de partager avec vous est une information médicale hautement confidentielle. La seule raison pour laquelle je la partage est en raison de vos contributions substantielles à cet hôpital et parce que je crois que vous voulez sincèrement aider cet enfant. Robert se pencha en avant sur sa chaise. Je comprends la sensibilité. S'il vous plaît, dites-moi juste ce qui est arrivé à Sarah Bennett. Le docteur Vance ouvrit le dossier révélant des pages de notes médicales et de photographies. Elle a été admise il y a 18 mois avec une démence précoce sévère compliquée par ce qui semblait être une psychose induite par la drogue. Quand elle est arrivée, elle était dans un état avancé de confusion et n'avait aucune identification. Elle n'arrêtait pas de demander quelqu'un nommé Robert, disant qu'elle devait le trouver avant d'oublier tout ce qui était important. La poitrine de Robert se serra.
Qu'a-t-elle dit exactement? Selon les notes d'admission, elle était assez agitée, répétant des phrases comme « Robert doit savoir pour le garçon, et je dois lui dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard ». Mais elle a mentionné avoir un fils, mais lorsque les services sociaux ont enquêté, ils n'ont trouvé aucune trace d'enfant, le garçon que vous avez décrit. Il n'y a aucune documentation de son existence dans notre système, mais il vivait avec elle. Madame Chen au restaurant l'a confirmé. Je vous crois, mais sans documentation appropriée, certificat de naissance, papier de garde, dossiers médicaux, il n'aurait pas été reconnu comme son enfant légal. Quand elle a été transférée dans notre établissement de soins de longue durée, il n'y avait pas de famille répertoriée, pas de contact d'urgence. Elle est devenue pupille de l'État. Robert se sentit mal. Où est-elle maintenant? L'expression du docteur Vance devint encore plus sombre. Monsieur Mitchell, Sarah Bennett est décédée il y a 6 mois. La démence a progressé rapidement, comme c'est souvent le cas dans les cas de début précoce. Dans ces dernières semaines, elle n'arrêtait pas de demander son petit danseur et quelqu'un nommé Robert, qui s'occuperait de tout le moment venu. La pièce sembla tourner autour de Robert. Sarah avait été vivante, avait été malade, était morte, tout cela pendant qu'il construisait sa fortune à quelques kilomètres de là. Tommy avait été seul dans la rue pendant 6 mois, attendant une mère qui ne rentrerait jamais à la maison. Il y a plus, continua le docteur Vance, fouillant dans le dossier. Dans ces moments lucides, qui sont devenus de plus en plus rares, elle a dessiné ceci. Elle tendit à Robert une enveloppe cartonnée remplie de croquis. Ses mains tremblèrent alors qu'il les regardait. Des dessins détaillés d'un jeune garçon dansant, d'un homme en costume d'affaires aux traits familiers, d'une petite fille en fauteuil roulant. L'œuvre était sophistiquée, clairement réalisée par quelqu'un ayant une formation formelle. Au bas d'un croquis, de l'écriture élégante et familière de Sarah, figuraient les mots « Robert comprendra ». Robert s'occupera d'eux. L'amour trouve toujours un chemin. Elle a dessiné la fille en fauteuil roulant des mois avant que vous ne commenciez à amener votre fille ici pour la thérapie, dit le docteur Vance doucement. Le personnel infirmier a trouvé cela remarquable. Elle semblait savoir des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Robert fixa les dessins, son esprit vacillant. Comment Sarah avait-elle connu Emma? Comment avait-elle su les dessiner ensemble? Docteur Vance, j'ai besoin de tout. Les effets personnels de Sarah, ses dossiers médicaux, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques vêtements que l'État a éliminés, quelques lettres qu'elle n'a jamais envoyées, et, elle fit une pause, tendant un autre document. Ceci pourrait vous intéresser. Elle a fait un test ADN peu de temps avant de mourir. Les résultats du test ADN reposaient sur le bureau de Robert comme une bombe à retardement. Il les fixait depuis 1 heure, incapable de traiter ce qu'il signifiait. Le test avait été commandé par Sarah elle-même pendant l'une de ses dernières périodes lucides, et les résultats étaient sans équivoque, Tommy était le fils biologique de Robert. Le rapport de laboratoire incluait une note de Sarah, écrite de sa main détériorée, pour le père de Tommy. S'il lit ceci, je suis désolé de ne jamais te l'avoir dit. J'avais peur que tu ne veuilles pas de nous. Mais il est à toi, Robert. Il a tes yeux, ton menton têtu, ton bon cœur. S'il te plaît, aime-le comme je n'ai pas pu lui apprendre à s'aimer. Les mains de Robert tremblèrent alors qu'il lisait la lettre d'accompagnement trouvée parmi les possessions de Sarah. Mon très cher Robert, si tu lis ceci, cela signifie que ma mémoire a finalement complètement failli, et Tommy t'a trouvé d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours cru qu'il le ferait. Ce garçon a plus de toi en lui que tu ne le sauras jamais. J'ai besoin que tu saches que te quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais j'étais jeune et fier et terrifié. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte 3 mois après avoir quitté Boston, j'ai voulu t'appeler 1000 fois. Mais ta mère avait été très claire, je ne devais plus jamais contacter ta famille. Et j'ai pensé que tu étais mieux sans nous. J'ai essayé de l'élever seul, Robert. J'ai fait de mon mieux, mais cette maladie dans mon cerveau, elle me prend tout. Certains jours, je ne me souviens pas de son nom. Certains jours, je regarde ce bel et brillant enfant et je vois un étranger. Ça me tue à petit feu et ça le terrifie. Mais même si j'oublie tout le reste, je me souviens de toi. Je me souviens comment tu me tenais quand j'avais peur. Comment tu m'as fait croire que j'étais digne d'amour. C'est ce dont Tommy a besoin maintenant. Quelqu'un pour lui montrer qu'il est digne d'amour.
quelqu'un pour l'aider à danser à nouveau. Il prend soin de moi depuis 2 ans, Robert. 2 ans. Il a 7 ans et il a été le parent pendant que j'étais l'enfant. Il mérite tellement plus que ce que je peux lui donner. Je sais que c'est injuste de te jeter cette vérité après toutes ces années, mais il est à toi et il a besoin de toi. Et quelque part dans mon esprit défaillant, j'ai la foi que tu feras ce qu'il faut pour lui. Il y a autre chose. Quelque chose que je dois te dire. Cette petite fille dans mes rêves, celle que je continue de dessiner. Je la vois parfois quand je dérive entre le sommeil et l'éveil. Elle est liée à Tommy d'une manière ou d'une autre. Liée à toi. Elle a besoin de lui autant qu'il a besoin d'elle. Ne me demande pas comment je sais ça. Appelle ça l'intuition d'une mère ou les divagations d'un esprit malade. Mais fais-lui confiance. Prends soin de notre fils, Robert. Aide-le à se souvenir qu'il est digne d'amour. Et dis-lui que sa maman l'a aimé même quand elle ne pouvait pas se souvenir de son nom. Tout mon amour, toujours et à jamais. Sarah. Robert essuya les larmes de ses yeux en terminant sa lecture. Tout avait un sens maintenant. La méfiance de Tommy envers les adultes, ses instincts protecteurs envers Emma, son besoin désespéré de danser malgré l'absence d'un endroit sûr pour le faire. Le garçon portait des fardeaux impossibles depuis bien trop longtemps. Quand Robert rentra enfin chez lui, il trouva Emma et Tommy dans le salon. Emma était dans son fauteuil roulant, et Tommy lui enseignait une routine complexe qui impliquait des mouvements de bras et des rotations de chaises. Ils riaient tous les deux, complètement absorbés par leur joie partagée. « Papa » appela Emma quand elle le vit. « Regarde ce que Tommy m'a appris. Ça s'appelle la danse du papillon, parce que même si tu ne peux pas voler, tu peux toujours être belle. » Tommy leva les yeux, et pour la première fois, Robert vit au-delà des défenses soigneusement maintenues du garçon. Il vit les yeux de Sarah, son propre menton têtu, et quelque chose d'indéfinissablement familier dans l'inclinaison de sa tête. « Tommy, Emma, dit Robert, la voix pleine d'émotion. J'ai quelque chose de très important à vous dire à tous les deux. Tommy se raidit instantanément, cette méfiance familière revenant. Vous m'envoyez loin? Non, mon fils. Je ne t'enverrai plus jamais loin. Le mot office resta suspendu dans l'air, et les yeux de Tommy s'écarquillèrent d'une compréhension naissante. Tommy, continua Robert, s'agenouillant à la hauteur du garçon. Ta maman et moi nous sommes beaucoup aimés il y a longtemps, avant que tu ne naisses, avant que nous ne sachions à quel point nous avions besoin de toi. Elle m'a écrit une lettre avant de mourir, et elle voulait que je te dise que tu es mon fils, mon vrai fils biologique. Tommy le fixa longuement, traitant cette révélation. Vous voulez dire que vous êtes mon papa? Mon vrai papa? Oui, et je suis désolé que nous ayons mis si longtemps à nous trouver. Emma laissa échapper un cri de joie que l'on pouvait probablement entendre à 3 pâtés de maison. Je le savais. Je te l'ai dit, nous étions faits pour être ensemble. Je te l'ai dit. Mais Tommy resta très immobile, étudiant le visage de Robert avec une intensité à la fois déchirante et sage au-delà de ses années. Si vous êtes mon papa, pourquoi n'êtes-vous pas venu me chercher quand maman est tombée malade? La question transperça le cœur de Robert. Parce que je ne savais pas que tu existais, mon fils. Ta maman ne m'a jamais parlé de toi. Elle pensait nous protéger tous les deux. Mais vous me voulez maintenant, même si je ne suis qu'un enfant des rues qui n'a rien? Robert serra Tommy dans ses bras pour la première fois, sentant à quel point son fils était petit et fragile sous la façade de dureté soigneusement maintenue. Tommy, tu n'es pas juste quelque chose. Tu es mon fils, et tu es le frère d'Emma, et tu es la chose la plus importante qui soit jamais arrivée à cette famille. Tommy enfouit son visage dans l'épaule de Robert, et pour la première fois en 2 ans, il se permit de pleurer. Non pas de tristesse ou de peur, mais de soulagement, d'espoir, d'être enfin à la maison. Papa, murmura-t-il contre la chemise de Robert, et le mot transforma tout. 3 semaines après la révélation de l'ADN, la vie au manoir Mitchell avait trouvé un nouveau rythme. Tommy apprenait lentement à croire que ce n'était pas temporaire, qu'il ne se réveillerait pas un matin pour se retrouver de nouveau dans la rue. Emma était plus forte, plus heureuse, et avait convaincu Robert d'installer un studio de danse dans l'une des pièces inutilisées où elle et Tommy pourraient s'entraîner ensemble. Mais leur paix retrouvée était sur le point d'être brisée. Robert était dans son bureau à domicile, examinant les documents d'adoption que son avocat avait préparés, lorsque Janet le contacta depuis la maison principale. « Monsieur Mitchell, il y a des gens ici pour vous voir. »
Ils disent que c'est à propos de Tommy. À travers la fenêtre de son bureau, Robert vit une berline noire garée dans son allée. 2 personnes en costumes officiels se tenaient sur son porche, et son sang se glaça quand il reconnut la femme, Margaret Crawford des services de protection de l'enfance. « Gardez les enfants à l'étage », ordonna rapidement Robert à Janet. « Ne les laissez pas voir ce qui se passe. » Mais alors qu'il marchait vers la porte d'entrée, il entendit la voix d'Emma l'appeler depuis le palier. « Papa, qui sont ces gens ? » Tommy se cache dans le placard. Il dit que ce sont ceux qui emmènent les enfants. Margaret Crawford était une femme sévère d'une 50aine d'années aux cheveux gris et à l'expression fatiguée de quelqu'un qui avait vu trop de misère humaine. Son compagnon, un homme plus jeune avec un presse-papier, se présenta comme David Stern du bureau du procureur de l'État. « Monsieur Mitchell », commença Margaret sans préambule. « Nous avons reçu des rapports selon lesquels vous hébergez un enfant mineur sans papier sans garde légale appropriée. Nous devons parler au garçon. »« Tommy est mon fils », dit Robert fermement. « J'ai les résultats de tests ADN prouvant la paternité. » « Ce qui ne signifie rien légalement sans procédure de garde appropriée, » interjecta David Stern. L'enfant vivait sans surveillance dans la rue pendant des mois. Il y a des protocoles, des enquêtes qui doivent être menées, des évaluations de bien-être de l'enfant, des études de domicile, des vérifications d'antécédents. « C'est sa maison, » dit Robert, sa voix s'élevant malgré ses efforts pour rester calme. « Je suis son père biologique. » « La biologie n'équivaut pas à la garde légale, » répliqua froidement Margaret, « jusqu'à ce que les tribunaux déterminent que le placement chez vous est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il doit être placé en garde protectrice. » De l'étage vint la voix d'Emma, aiguë et désespérée. « Tommy, ne te cache pas. Papa ne les laissera pas te prendre. » Mais la réponse de Tommy était à peine audible. « Oui, ils le feront. Ils le font toujours. » Le cœur de Robert se brisa devant la terreur dans la voix de son fils. « Donnez-moi une semaine. Je ferai accélérer toutes les exigences légales que vous avez, mais s'il vous plaît, ne le séparez pas de la seule famille qu'il ait jamais connue. » L'expression de Margaret s'adoucit légèrement alors qu'elle regardait autour de la maison manifestement aimante. « Monsieur Mitchell, je comprends votre position, mais il y a des procédures. » « Le garçon a des problèmes de traumatisme, » interrompit David, consultant son presse-papier. « Les enfants de la rue en ont souvent. Il a besoin d'une évaluation professionnelle, d'une intervention thérapeutique. L'État peut fournir des ressources l'État peut fournir un foyer de groupe où il sera l'un des 20 enfants dormant sur des lits de camp, riposta Robert. Ici, il a une sœur qu'il aime. Stabilité, attention individuelle, séance de thérapie privée déjà prévue. » Margaret sembla tiraillée. « Je suis prête à envisager un arrangement temporaire, mais il faudrait des visites supervisées, des contrôles réguliers, et vous devriez déposer des papiers d'adoption formels dans les 48 heures. » « Fait, » dit Robert immédiatement, « et l'enfant devra consentir à rester. S'il exprime le moindre désir de partir, nous le retirons immédiatement. » De l'étage vint de nouveau la voix d'Emma. « Tommy, s'il te plaît, sors. Ils ne vont pas te prendre. Je ne les laisserai pas faire. » Finalement, ils entendirent la petite voix de Tommy. « Promis ? » »« Je promets. Nous sommes une famille maintenant, et les familles restent unies. » Lentement, prudemment, Tommy apparut en haut de l'escalier, une main agrippant la rampe comme une bouée de sauvetage. Ses yeux étaient écarquillés de peur, mais il essayait d'être courageux pour Emma. « Êtes-vous Tommy ?» demanda Margaret doucement, son attitude professionnelle s'adoucissant en regardant l'enfant terrifié. Tommy hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Voulez-vous rester ici avec Monsieur Mitchell et Emma ?»« Oui, madame, » murmura Tommy. « S'il vous plaît, ne me faites pas partir. Je serai sage. Je le promets. » Margaret échangea un regard avec sa collègue, puis se tourna vers Robert. « 8 heures, Monsieur Mitchell. J'aurai besoin de documents, de références de caractère, de dossiers médicaux et d'une étude de domicile complète. Si tout est en ordre, nous pourrons discuter d'un arrangement à plus long terme. » Alors que les officiels partaient, Robert trouva Tommy et Emma blottis ensemble sur les escaliers, les 2 enfants pâles et secoués. « Ça va aller », les assura Robert, serrant les 2 enfants contre lui. « Je vais m'assurer que vous n'aurez plus jamais peur de perdre cette famille. » Mais même en prononçant ces mots,
Robert savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin apporta une visite inattendue. La mère de Robert, Catherine Mitchell, arriva à l'improviste dans sa Rolls-Royce argentée. À 72 ans, elle était toujours formidable, avec des cheveux grisâciés et des yeux qui pouvaient couper le verre. Elle n'avait pas visité la maison depuis l'accident d'Emma, affirmant que l'atmosphère émotionnelle était trop dérangeante. Robert, dit-elle sèchement en entrant dans son bureau. Nous devons parler de cette situation. Si vous parlez de mon fils, il s'appelle Tommy. Les lèvres de Catherine se pincèrent. Ne soyez pas dramatique. J'ai parlé aux avocats de la famille. Cette absurdité d'adoption pourrait détruire tout ce que votre père et moi avons construit. La publicité seule, mère, je me fiche de la publicité. Eh bien, vous devriez. La réputation de Mitchell Enterprises est bâtie sur la stabilité, la tradition, les valeurs familiales. Que pensera le conseil d'administration quand ils découvriront que vous avez recueilli un enfant des rues à la parenté douteuse? Il n'y a rien de douteux dans sa parenté. Tommy est mon fils biologique. Catherine fit un geste de la main dédaigneux. Avec cette femme, la danseuse. Vraiment, Robert? Je pensais que nous avions réglé cela il y a des années. Sarah Bennett, dit Robert à travers des dents serrées. Elle s'appelait Sarah Bennett, et c'était une femme incroyable qui a élevé notre fils seul pendant que je jouais aux jeux d'entreprise. C'était une traînée qui a vu une opportunité. Elle mourait, explosa Robert, son sang-froid se brisant enfin. Elle mourait de démence à 30 ans, seule et confuse, pendant que notre fils vivait dans la rue parce que j'étais trop fier et vous étiez trop préjugé pour me laisser l'aimer correctement. Catherine recula comme si elle avait été giflée. Baissez la voix. Les enfants pourraient entendre. Les enfants ont des noms, mère. Emma et Tommy, votre petite-fille et votre petit-fils. Emma est de la famille. Ce garçon est une complication. Tommy est mon fils, ce qui en fait votre petit-fils, que cela vous plaise ou non. De l'embrasure de la porte vint une petite voix. Monsieur Robert, Madame Catherine, tout va bien? Ils se retournèrent pour voir Tommy debout, hésitant, dans l'embrasure, tenant la main d'Emma. Les yeux du garçon étaient grands d'inquiétude, et Robert réalisa qu'il avait entendu au moins une partie de leur conversation. Catherine regarda Tommy avec une froideur non dissimulée. Alors, c'est toi le garçon qui cause tout ce désordre? Tommy redressa ses épaules, rencontrant son regard avec une dignité au-delà de ses années. Je suis désolé si je cause des problèmes, madame. Je peux partir si vous voulez. Tommy, dit Emma férocement. Tu ne vas nulle part. Dis-le lui, papa. Robert s'agenouilla et serra Tommy contre lui. Tu es mon fils, et c'est ta maison. Personne ne peut te faire sentir malvenu ici. L'expression de Catherine s'adoucit légèrement en observant l'interaction, voyant peut-être quelque chose de Robert dans le menton déterminé de Tommy. Le garçon a des manières au moins. Il a bien plus que cela, dit Robert. Il a du courage, de la gentillesse et plus de force que la plupart des adultes que je connais. Je peux danser aussi, ajouta Tommy doucement. J'ai enseigné à Emma. Elle est vraiment douée. Pendant un instant, le masque de Catherine tomba, et Robert vit un éclair de quelque chose qui ressemblait presque à de l'intérêt. Tu es danseur comme ta mère? Tommy hocha la tête. Elle m'a appris avant qu'elle ne tombe malade. Elle disait que la danse était notre façon de parler à Dieu quand les mots ne suffisent pas. Catherine resta silencieuse un long moment, étudiant Tommy avec une nouvelle attention. Montre-moi, dit-elle soudainement. Mère, commença Robert. Montre-moi cette danse qui est censée être si importante. Tommy sembla incertain, mais Emma lui serra la main d'un air encourageant. Allez, Tommy. Montre-lui la danse du papillon que nous avons pratiquée. Ce qui suivit fut 5 minutes de pure magie. Tommy et Emma bougèrent ensemble avec une synchronisation parfaite. La grâce fluide de Tommy complétait les mouvements de bras précis d'Emma depuis son fauteuil roulant. Ils dansèrent comme s'ils avaient été partenaires toute leur vie, créant quelque chose de beau à partir de leurs limitations individuelles. Quand ils eurent terminé, Catherine fut très silencieuse. Finalement, elle parla. C'était adéquat. Venant de Catherine Mitchell, adéquate était pratiquement une ovation debout. Madame Catherine, dit poliment Tommy, voudriez-vous rester déjeuner?
Nous avons des croque-monsieur et de la soupe à la tomate. Emma dit que c'est votre plat préféré. Catherine parut surprise d'être invitée si naturellement dans leur routine familiale. Je suppose que je pourrais rester un peu. Alors qu'il marchait vers la salle à manger, Robert entendit sa mère demander à Tommy, « Dis-moi, jeune homme, qu'est-ce que ta mère t'a appris d'autre ?» Pour la première fois depuis son arrivée, Catherine Mitchell semblait sincèrement curieuse plutôt que froidement critique. Le détective Ray Morrison arriva au bureau de Robert en ville avec un épais dossier et une expression sinistre. Ils étaient amis depuis l'université, et Ray n'avait jamais eu l'air aussi troublé en livrant des informations. « Bob, ce que je suis sur le point de te dire va tout changer. Es-tu sûr de vouloir savoir ça ?» Robert posa sa tasse de café. « Après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de connaître la vérité. » Ray ouvrit le dossier, révélant des rapports de police, des dossiers hospitaliers et des photographies. Sarah Bennett n'est pas morte il y a 8 ans. C'était une mise en scène. Quelqu'un avec de sérieuses ressources l'a fait disparaître des registres officiels tout en la maintenant en vie sous une fausse identité. Quoi? Qui ferait ça? Ton père, Bob. William Mitchell a fait falsifier la mort de Sarah. Les mots frappèrent Robert comme un coup physique. C'est impossible. Ray sortit un relevé bancaire. Des paiements à un détective privé, un directeur de funérailles et un médecin spécialisé dans la création de fausses identités pour la protection des témoins. Tous tracés vers des comptes contrôlés par ton père. Robert fixa les documents, son monde basculant sur son axe. Pourquoi ferait-il ça? Parce que Sarah était enceinte quand elle a quitté Boston. Elle a essayé de te contacter 6 mois après son départ, mais ton père a intercepté les lettres. Il a engagé des gens pour s'assurer qu'elles ne t'atteignent jamais. Ray lui montra des copies de lettres écrites de la main de Sarah. Des dizaines d'entre elles, adressées à Robert, mais jamais envoyées. Mon très cher Robert, commençait l'une d'elles. Je ne sais pas si tu liras un jour ceci, mais je devais essayer. Je suis enceinte. Le bébé est à toi, et je l'aime déjà, même s'il a à peine la taille d'un petit pois. Je sais que tu as ta vie, ton monde dont je n'ai jamais fait partie. Mais je pensais que tu méritais de savoir. Elle a essayé de me le dire, murmura Robert. Ton père a découvert la grossesse grâce au détective privé qu'il avait engagé pour la surveiller. Il était terrifié par le scandale, l'impact sur la réputation de la famille, alors il l'a fait disparaître. Mais les funérailles, le certificat de décès, tout était faux. Sarah a été déplacée à Seattle sous une nouvelle identité, Sarah Johnson. Les gens de ton père lui ont trouvé un petit appartement, un revenu minimal, mais elle était essentiellement piégée. Si elle essayait de te contacter ou quiconque de son ancienne vie, le soutien disparaîtrait. Robert se sentit mal. Elle a vécu à Seattle tout ce temps pendant que j'étais ici? Ça empire, Bob. Quand Tommy est né, elle a essayé de l'enregistrer sous son vrai nom, Thomas Robert Mitchell. Les gens de ton père l'ont bloqué. Le garçon n'a pas d'identité légale parce que ton père s'est assuré qu'il ne puisse pas être retracé jusqu'à toi. Mon Dieu. Ray sortit le dernier document, un dossier hospitalier de l'admission de Sarah il y a 18 mois. Quand Sarah a développé la démence, les paiements de ton père ont cessé. Elle était seule, confuse avec un enfant de 6 ans et aucun système de soutien. L'appartement a été perdu. Les soins médicaux ont cessé. C'est à ce moment-là qu'ils se sont retrouvés dans la rue. Les mains de Robert tremblèrent alors qu'il traitait les implications. Mon père a laissé mon fils vivre dans la rue plutôt que de risquer un scandale. Il y a plus. Ton père est mort en sachant pour Tommy. Il recevait des rapports réguliers sur l'état de Sarah, sur la situation du garçon. Il savait que ton fils était sans abri et n'a rien fait. La rage qui envahit Robert était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Son père avait volé 8 ans de sa vie. 8 ans qu'il aurait pu passer avec Sarah et Tommy. Il avait condamné son propre petit-fils à la pauvreté et à l'abandon pour protéger le nom de la famille. Bob, il y a autre chose. Les services de protection de l'enfance. Leur visite d'hier n'était pas aléatoire. Quelqu'un les a informés à propos de Tommy. Qui? L'expression de Ray était grave. L'appel venait de quelqu'un chez Mitchell Enterprises. Numéro interne, accès de haut niveau. Quelqu'un dans ta propre entreprise essaie de faire enlever Tommy. Robert se leva brusquement,
sa chaise basculant en arrière. Je dois rentrer chez moi maintenant. Bob, quoi que tu penses, je pense que ma famille est attaquée depuis 8 ans, et je ne le savais même pas. Mais ça s'arrête maintenant. Alors que Robert se précipitait vers sa voiture, son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Vous ne pouvez pas les protéger éternellement. Certains secrets sont trop dangereux à garder. Un ami. La guerre pour sa famille était loin d'être terminée. Robert franchit en trombe sa porte d'entrée pour trouver le chaos. Emma pleurait dans son fauteuil roulant tandis que Madame Morrison, leur gouvernante, tentait de la réconforter. Tommy était introuvable. Où est-il? Demanda Robert. Ils l'ont pris, sanglota Emma. Ces gens sont revenus avec plus de papiers et ils ont emmené Tommy. Madame Morrison semblait dévastée. Monsieur Mitchell, je n'ai rien pu faire. Ils avaient une ordonnance du tribunal. Ils ont dit qu'il y avait de nouvelles inquiétudes concernant la sécurité du garçon. Tommy s'est battu, mais le téléphone de Robert sonna. L'identification de l'appelant affichait le numéro de sa mère. Robert. La voix de Catherine tremblait. J'ai quelque chose à te dire à propos de ton père, à propos de ce qu'il a fait. Je sais déjà, mère. Ray Morrison m'a tout dit. Pas tout. La voix de Catherine se brisa. Je l'ai aidé, Robert. J'ai aidé ton père à simuler la mort de Sarah parce que je pensais que je te protégeais. L'aveu frappa Robert comme un coup de massue. Vous saviez? Vous saviez que j'avais un fils et vous l'avez laissé vivre dans la rue? Je ne savais pas pour l'enfant au début. William m'a dit que Sarah essayait juste de te piéger avec des allégations de grossesse. Au moment où j'ai réalisé que le garçon était réellement ton fils, s'était allé trop loin. William a dit que si la vérité éclatait, cela détruirait tout. Alors vous avez laissé mon fils être sans abri plutôt que d'admettre que vous aviez fait une erreur? J'avais tort, murmura Catherine. J'avais si terriblement tort. Mais Robert, il y a autre chose. Margaret Crawford des services sociaux. Elle ne travaille pas seule. Quelqu'un lui a fourni des informations, manipulant le système pour faire enlever Tommy. Qui? Ton cousin Bradley. Il visait le contrôle de Mitchell Enterprises depuis la mort de ton père. Si tu es distrait par une bataille pour la garde, s'il y a un scandale à propos de ton fils illégitime, le conseil d'administration pourrait voter pour te remplacer en tant que PDG. Le sang de Robert se glaça. Bradley Mitchell avait toujours jalousé la position de Robert en tant qu'héritier de la fortune familiale, mais utiliser un enfant, utiliser Tommy comme une arme, était au-delà du mal. Où l'ont-ils emmené? Foyer de groupe de Riverside, de l'autre côté de la ville. Mais Robert, tu ne peux pas simplement y faire irruption. Ils ont la garde légale maintenant. Si tu fais quoi que ce soit d'irréfléchi, tu perdras toute chance de le récupérer. Alors que dois-je faire? La voix de Catherine se renforça avec détermination. Nous nous battons. Nous disons la vérité sur ce que ton père a fait, ce que nous avons tous fait. Nous exposons la manipulation de Bradley. Et nous ramenons notre petit-fils à la maison. Robert raccrocha et se tourna vers Emma, qui le regardait, les larmes coulant sur son visage. Papa, tu dois récupérer Tommy. Il avait si peur. Il n'arrêtait pas de dire qu'il savait que cela arriverait, que les bonnes choses ne durent pas pour les enfants des rues. Je vais le ramener à la maison, ma petite fille. Je le promets. Mais même en faisant cette promesse, Robert savait que les chances étaient contre eux. Tommy était maintenant dans le système, et le système était conçu pour protéger les enfants précisément du genre de dysfonctionnement familial que les Mitchell représentaient. Son téléphone vibra avec un autre SMS d'un numéro inconnu. Les audiences de garde peuvent être si imprévisibles, surtout lorsque certains faits sur la famille sont révélés. Tu penses toujours pouvoir gagner? Robert fixa le message, réalisant avec une horreur croissante que le retrait de Tommy n'était que le début. Quelqu'un prévoyait de détruire non seulement ses chances de garde, mais toute sa vie, et ils utilisaient son fils innocent comme arme pour le faire. Le bureau d'avocat de Robert avait été transformé en salle de guerre. Des documents couvraient toutes les surfaces, et 3 des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille de Seattle étaient rassemblés autour de la table de conférence. 2 jours s'étaient écoulés depuis le retrait de Tommy, et Robert n'avait pas dormi depuis. Marcus Webb, son chef de la sécurité, entra avec une expression sinistre.
Patron, j'ai trouvé la source des fuites. Vous n'allez pas aimer ça. Janet, votre secrétaire personnelle. Elle a fourni des informations à Bradley pendant des mois. Journaux téléphoniques, calendrier de rendez-vous, conversations personnelles qu'elle a entendues. C'est comme ça qu'il a su pour Tommy, pour le test ADN, tout. Robert ressentit la trahison comme un couteau. Janet avait travaillé pour lui pendant 5 ans, avait été au chevet d'Emma après l'accident, l'avait aidé à traverser ses moments les plus sombres. Pourquoi? Bradley lui a promis une promotion et un bonus de 50 000 $ si elle l'aidait à recueillir des preuves de votre instabilité. Il a enregistré des conversations, photographié des documents, a même pris des photos de Tommy dans la maison. L'avocate Sarah Weinstein leva les yeux de ses mémoires juridiques. Robert, c'est en fait une bonne nouvelle. Si nous pouvons prouver que Bradley a orchestré le retrait de Tommy par des moyens frauduleux, nous pouvons obtenir une audience d'urgence pour annuler l'ordonnance de garde. De quoi avons-nous besoin? Des preuves de la manipulation de Bradley. La preuve que les rapports des services de protection de l'enfance étaient basés sur de fausses informations et des témoins de moralité qui peuvent témoigner de votre aptitude en tant que parent. Le téléphone de Robert sonna. Docteur Patricia Vance de l'hôpital du Sacré-Cœur. Monsieur Mitchell, j'appelle parce que quelque chose d'étrange se passe. Un homme se disant enquêteur en droit de la famille est venu ici pour se renseigner sur les dossiers médicaux de Sarah Bennett. Il avait des papiers d'autorisation, mais quelque chose ne semblait pas correct. Je voulais vérifier avec vous avant de divulguer quoi que ce soit. À quoi ressemblait-il? La quarantaine, costume coûteux, attitude très hautaine. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il avait besoin des dossiers pour une évaluation de garde concernant le fils de Sarah. Le sang de Robert bouillonnait. Bradley essayait de déterrer l'historique médical de Sarah pour l'utiliser contre Tommy au tribunal. Docteur Vance, ne divulguez rien à personne, sauf à mes avocats autorisés. Et merci d'avoir appelé. Après avoir raccroché, Robert se tourna vers son équipe juridique. Nous devons passer à l'offensive. Bradley pense qu'il peut manipuler le système et détruire ma famille. Il a tort. L'avocat Michael Shen leva les yeux de son ordinateur portable. J'ai fait des recherches sur les antécédents de Bradley. Il a des problèmes financiers intéressants. Dette de jeu, investissement raté, un divorce amer où son ex-femme l'a accusé de violence émotionnelle. S'il prévoit de prendre le contrôle de Mitchell Enterprises, c'est probablement parce qu'il est désespéré. Et Emma? Demanda Sarah Weinstein. Comment gère-t-elle le retrait de Tommy? Le cœur de Robert se serra. Elle est dévastée. Elle mange à peine, ne quitte pas sa chambre. Elle n'arrête pas de demander quand Tommy rentrera à la maison, et je ne sais pas quoi lui dire. Marcus prit la parole. Patron, il y a autre chose. J'ai surveillé le foyer de groupe où ils ont placé Tommy. Le gamin ne va pas bien. Il ne mange pas. Ne parle pas au conseiller. Passe tout son temps assis près de la fenêtre, regardant les voitures. Ça pourrait être vous qui venez le chercher. L'image de Tommy attendant près d'une fenêtre, croyant toujours que Robert le sauverait, faillit briser la détermination de Robert. Combien de temps avant que nous puissions obtenir une audience? L'audience d'urgence est prévue pour demain matin, répondit Sarah. Mais Robert, vous devez vous préparer. L'autre partie va attaquer votre caractère, votre aptitude en tant que parent, même votre relation avec Emma. Ils vont rendre cela laid. Laissez-les essayer. J'ai perdu 8 ans avec mon fils à cause des mensonges et des manipulations de ma famille. Je ne perdrai pas un jour de plus. Le téléphone de Robert vibra avec un message d'un numéro inconnu. Mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était une photo de Tommy assis seul dans une pièce stérile d'un foyer de groupe, regardant par la fenêtre, les larmes aux yeux. Sous la photo, une seule ligne, 48 heures avant que la vraie bataille ne commence. Êtes-vous prêt à tout perdre? Robert regarda autour de la pièce, son équipe juridique, son chef de la sécurité et la montagne de preuves qu'ils avaient rassemblées. Demain déterminerait non seulement s'il récupérait Tommy, mais si sa famille survivrait intacte. Nous allons gagner, dit-il avec une détermination tranquille. Quoi qu'il en coûte, nous ramenons mon fils à la maison. Mais alors que Robert fixait la photo du visage de Tommy marqué par les larmes, il réalisa que gagner au tribunal pourrait ne pas suffire. Tommy avait été abandonné trop de fois,
trahi par trop d'adultes. Même si Robert le récupérait, guérir les blessures pourrait prendre une vie. L'audience de garde n'était que le début. La vraie bataille serait de convaincre un enfant traumatisé de 7 ans que cette fois, la famille signifiait vraiment pour toujours. Le tribunal de la famille du comté de King était bondé lorsque la juge Elizabeth Harper ouvrit l'audience d'urgence sur la garde. Robert était assis à la table du plaignant avec son équipe juridique tandis que Bradley Mitchell occupait la tribune derrière eux, son expression suffisante à peine dissimulée. De l'autre côté de l'allée, Tommy était assis entre deux travailleurs sociaux, paraissant incroyablement petit dans des vêtements qui ne lui allaient pas. Quand les yeux de Tommy rencontrèrent ceux de Robert, le visage du garçon se froissa d'espoir et de peur. Il murmura le mot au papa, et Robert dut serrer la table pour ne pas se précipiter vers lui. « Votre honneur » commença l'avocat de Bradley, « Monsieur Robert Mitchell est clairement inapte à prendre soin de cet enfant. Il a un historique d'abandon de responsabilité, comme en témoigne son absence de 8 ans dans la vie du garçon. De plus, des enquêtes récentes ont révélé des irrégularités financières préoccupantes chez Mitchell Enterprises qui suggèrent « objection ». Interrompit Sarah Weinstein, se levant. « Votre honneur, nous avons des preuves que M. Bradley Mitchell a orchestré toute cette contestation de garde par des moyens frauduleux à des fins de gains financiers personnels. » La juge Harper haussa un sourcil. « Expliquez. » Sarah activa le système d'affichage de la salle d'audience. Nous avons des enregistrements de conversations téléphoniques entre Bradley Mitchell et l'ancienne secrétaire du plaignant, Janet Morrison, dans lesquelles M. Bradley Mitchell discute explicitement d'utiliser l'enfant comme une arme pour déstabiliser le contrôle de Robert Mitchell sur la société familiale. La conversation enregistrée remplit la salle d'audience. La voix de Bradley, claire et accablante, continuait à me donner des informations sur l'enfant. Si nous pouvons faire passer Robert pour instable, inapte à être parent, le conseil d'administration n'aura d'autre choix que de le révoquer de son poste de PDG. Une bataille pour la garde est parfaite. Cela le fait paraître irresponsable et remet en question son jugement. La salle d'audience éclata en murmures. Tommy parut confus, mais son travailleur social lui chuchotait des explications qui firent écarquiller ses yeux de compréhension. De plus, continua Sarah, nous avons des preuves que Bradley Mitchell a travaillé avec certaines personnes des services de protection de l'enfance pour fabriquer des préoccupations concernant le bien-être de l'enfant. Elle présenta des relevés bancaires montrant des paiements de Bradley au compte personnel de Margaret Crawford. Des paiements qui coïncidaient exactement avec les dates des visites et des rapports des services de protection de l'enfance. L'expression de la juge Harper s'assombrit. Alléguez-vous la corruption au sein du système de protection de l'enfance ? Nous alléguons qu'un homme désespéré a manipulé le système pour obtenir un gain personnel en utilisant un enfant traumatisé comme arme. L'avocat de Bradley parut désemparé alors que son client lui chuchotait frénétiquement à l'oreille, mais les dégâts s'accumulaient. Votre honneur, Michael Shen se leva. Nous avons également le témoignage de Madame Catherine Mitchell, la grand-mère paternelle de l'enfant, qui souhaite faire une confession complète sur les actions passées de la famille. Catherine Mitchell se rendit à la barre des témoins avec dignité, bien que ses mains tremblassent légèrement. À 72 ans, elle paraissait tout son âge. Votre honneur, il y a 30 ans, mon mari, William Mitchell, et moi avons pris une terrible décision. Nous avons découvert que notre fils Robert avait eu un enfant avec une femme que nous jugions inapte à notre famille. Plutôt que de soutenir la relation, nous avons orchestré une tromperie élaborée. La salle d'audience était silencieuse. Nous avons simulé la mort de la mère, l'avons relocalisé sous une fausse identité et nous nous sommes assurés que Robert n'apprenne jamais l'existence de son fils. Pendant 8 ans, nous avons permis à notre petit-fils de vivre dans la pauvreté et finalement dans la rue plutôt que d'admettre notre erreur. La juge Harper se pencha en avant. Vous confessez la fraude, la conspiration et la mise en danger d'un enfant ? Oui, votre honneur. Je témoigne également que mon neveu Bradley était au courant de ces faits et les a utilisés pour manipuler cette affaire de garde à ses propres fins financières. Bradley se leva d'un bond. Elle ment. Elle est sénile, désespérée de protéger son fils. Monsieur Mitchell. La voix de la juge Harper coupa comme de la glace. Asseyez-vous immédiatement ou je vous déclarerai en outrage au tribunal. Le coup de grâce vint lorsque Marcus Webb présenta des preuves des dettes de jeu de Bradley, de ses échecs commerciaux et de sa situation financière désespérée. L'homme qui s'était présenté comme un membre de la famille concernée fut révélé comme un opportuniste désespéré, prêt à traumatiser un enfant pour de l'argent. La juge Harper examina les preuves pendant ce qui sembla être des heures,
tandis que Tommy restait figé sur sa chaise, jetant occasionnellement un coup d'œil à Robert avec des yeux qui contenaient trop d'espoir pour un enfant de 7 ans. Finalement, la juge parla. En 30 ans sur ce siège, j'ai rarement vu un cas aussi clair de manipulation du système et d'exploitation d'enfants. L'ordonnance de garde retirant Thomas Mitchell des soins de son père est par la présente immédiatement annulée. La tête de Tommy se leva d'un coup, ses yeux écarquillés d'incrédulité. De plus, continua la juge Harper, j'ordonne une enquête immédiate sur les actions de toutes les parties impliquées dans cette contestation de garde frauduleuse. Monsieur Bradley Mitchell, vous resterez dans cette salle d'audience pour répondre aux questions du bureau du procureur. Et alors que le marteau tombait, Tommy se libéra de ses travailleurs sociaux et courut à travers la salle d'audience dans les bras de Robert. Père et fils se heurtèrent avec une intensité désespérée, tous deux sanglotant de soulagement. « Papa, tu es venu me chercher » murmura Tommy contre l'épaule de Robert. « Je savais que tu viendrais. Je leur ai dit que tu viendrais, je leur ai dit. Je viendrai toujours te chercher, promit Robert, la voix pleine d'émotion. Toujours. Tu es mon fils, et rien ne nous séparera plus jamais. » Plus tard ce soir-là, de retour à la maison, Robert trouva Tommy et Emma dans le studio de danse nouvellement achevé. Emma était dans son fauteuil roulant, et Tommy lui enseignait une routine qui intégrait leurs deux capacités. Ils bougeaient ensemble avec une synchronisation parfaite, créant quelque chose de beau à partir de leurs défis individuels. « Nous nous sommes entraînés toute la semaine », annonça fièrement Emma. Tommy l'a chorégraphié lui-même. Ça s'appelle trouver sa maison. Alors que Robert regardait ses enfants danser ensemble, sa fille qui ne pouvait pas marcher, et le fils qu'il avait failli perdre, il comprit ce que Sarah avait essayé de lui dire dans sa dernière lettre. L'amour trouvait vraiment un chemin. Malgré la cruauté de son père, malgré des années de séparation et de traumatisme, malgré un système conçu pour protéger les enfants qui avaient été corrompus à des fins personnelles, il s'était trouvé. Tommy se détacha de la routine et se dirigea vers Robert, lui prenant la main avec la simple confiance d'un enfant qui croyait enfin en l'amour permanent. « Papa, dit-il doucement, penses-tu que maman peut nous voir maintenant ?» Robert s'agenouilla, regardant dans des yeux qui contenaient la chaleur de Sarah et sa propre détermination. « Je pense qu'elle veillait sur nous depuis le début, mon fils. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous nous sommes trouvés. Et je pense qu'elle est heureuse, » ajouta Emma, roulant son fauteuil roulant plus près pour compléter leur cercle familial. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans leur studio de danse, entourés de miroirs qui reflétaient leur amour à l'infini, Robert comprit enfin le vrai sens de la richesse. Ce n'était pas l'argent sur ses comptes ou l'entreprise portant son nom. C'était cela, un fils qui dansait avec les anges, une fille qui refusait de laisser quoi que ce soit ternir sa lumière, et la deuxième chance d'être le père qu'ils méritaient tous les deux. Dehors, la ligne d'horizon de Seattle scintillait dans la lumière du soir. Mais à l'intérieur de la maison Mitchell, 3 cœurs battaient en parfait rythme. Une famille qui avait été brisée par l'orgueil et la peur, mais guérie par l'amour et la détermination de ne plus jamais se lâcher. Tommy prit la main de Robert et celle d'Emma, et ensemble ils bougèrent dans une simple danse de gratitude, 3 âmes enfin chez elles, là où elles appartenaient.